Si vous voulez vous lancer dans la location courte durée en France, sur Airbnb, sur Booking ou ailleurs, en arbitrage ou en investissement classique, il n'y a qu'une seule loi à laquelle vous devez faire attention. Les autres ne sont que des formalités administratives. Dans cette vidéo, je vais faire une petite mise au point, les amis, sur Airbnb parce que très souvent, il y a des gens qui viennent me voir en commentaire et qui me disent oui, mais la législation, oui, mais la mairie est en train de durcir ceci, dans mon quartier, la législation se durcit. Et effectivement, si vous demandez, même si vous demandez à ChatGPT, et même si vous allez chercher sur Google, si vous tapez Airbnb ou location courte durée, 99% des articles que vous allez tomber sont des articles qui sont là pour faire peur, qui sont là pour rassurer la plèbe, pour dire à la plèbe, regardez, on est en train de durcir, on est en train de faire ci, on est en train de faire ça. Et comme c'est 99% de ce qu'il y a sur Google, moi j'ai très souvent eu l'impression que ChatGPT, en fait, quand je lui parlais de ces sujets-là, essayait de me faire la morale. D'accord? Il se comportait un petit peu comme une grosse dame de la mairie qui me dit attention, et si je ne lui pose pas les bonnes questions et que je ne lui dis pas, mais tu n'oublies pas ce petit concept, tu n'oublies pas ce petit truc-là, tu n'oublies pas cette petite notion-là, tu n'oublies pas cette petite loi-là, c'est pas moi qui ne lui parle pas de certaines choses, c'est pas lui qui va me les dire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai jamais réussi en fait à arriver devant ChatGPT et à lui dire aide-moi comment dirais-je, aide-moi à faire une combine en France pour réussir à faire de la location courte durée. Il ne fera jamais ça, il va tout de suite chercher à vous faire peur et c'est à vous de savoir quoi lui dire pour qu'il vous dise ah oui, c'est vrai, dans ce cas-là, c'est possible, machin, etc. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de toute une série en fait de législation par rapport à la location courte durée, donc à Airbnb, et je vais vous parler de la seule et unique loi en fait qui est vraiment chiante et à laquelle vous devez faire attention, c'est ce qu'on appelle le principe de compensation. Alors, on va regarder un petit peu toutes les lois qui sont liées à Airbnb, d'accord? Il y en a beaucoup, voilà. Bon, la première chose, c'est déclaration en mairie obligatoire pour tout meublé de tourisme. C'est une formalité, d'accord? Il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour ça. Ensuite, on a un truc que j'entends très souvent, c'est la fameuse limite des 120 jours par an pour la résidence d'une location principale, d'accord? Et ça, j'en entends tout le temps parler, alors que honnêtement, dans notre métier, dans notre cadre, nous qui faisons ce qu'on appelle en France de la sous-location professionnelle, moi ce que j'appelle de l'arbitrage, c'est le terme un peu plus générique, ça ne nous concerne pas. Et je veux insister un petit peu sur cette question des 120 jours. En fait, la loi sur les 120 jours pour les résidences principales, c'est juste une loi qui ne sert à rien à part à faire chier les gens. Et je ne dis pas ça pour rire, je dis vraiment ça pour la réalité. Posez-vous la question suivante. Les lois sur la location courte durée, à la base, elles sont là pour faire quoi? Pourquoi elles sont là? Pourquoi à la base on fait ces lois-là? Eh bien, c'est parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a moins de logements, il y a une crise du logement à cause d'Airbnb. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un logement qui aurait pu potentiellement être là en location classique, et au lieu de le mettre en location classique, on va le mettre en location courte durée. Donc ça crée une crise du logement. Je pense que c'est faux, Airbnb ne crie pas de crise du logement, mais admettons, les lois sont là pour réglementer ce cas de figure particulier. La loi des 120 jours s'adresse aux résidences principales. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça s'adresse à des résidences qui de toute façon n'auraient jamais été mises en location classique, c'est-à-dire à l'année. D'accord? La loi des 120 jours, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à un propriétaire qui a donc sa résidence principale et qui voudrait, pour une raison X ou Y, qui se dit moi je vais me barrer, je vais quitter la France plus de 120 jours par an. Donc en France, dans l'année, on a 365 jours, donc 120 jours, c'est un tiers de l'année. Donc par exemple, il y a quelqu'un qui se dirait, moi je vais quitter la France la moitié de l'année, plus que 120 jours, et mon logement, ma résidence principale, pendant ce temps-là, je vais la mettre en location courte durée. Et comme ça, avec le fric que je me fais, je peux aller danser la samba en Thaïlande. D'accord? Ce logement-là, on est bien d'accord. Même si vous empêchez le propriétaire de faire ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester dans son logement, il va moins aller en vacances. Ou bien tout simplement, il ne va pas louer son logement, il va juste gagner moins d'argent. Mais c'est sa résidence principale. Ce logement-là ne sera jamais mis à la disposition de quelqu'un d'autre. Donc empêcher le propriétaire de mettre son logement sur Airbnb pour aller en vacances pendant 6 mois, c'est juste une loi pour faire chier les gens. Ça ne crée pas plus de logements. Ce logement est sa résidence principale. C'est pour faire chier un type qui a une résidence principale qui veut la foutre sur Airbnb pour aller se barrer en vacances. Et on lui dit non, tu ne peux pas le faire plus de 3 mois par an, 4 mois par an. 120 jours, c'est 4 mois. Mais enfin, pour les gens qui sont pour des potentiels locataires, ça n'a aucun impact. C'est juste une loi pour faire chier les gens qui ont des propriétés et pour leur dire t'as pas le droit parce que sinon tu vas te faire de l'argent et c'est pas bien de faire de l'argent. C'est littéralement pour ça. Je précise qu'en tant que sous-loueur professionnel, qu'en tant que professionnel de l'arbitrage, cette loi est à notre avantage. Pourquoi? Nous n'aurions de toute façon jamais pu travailler avec ces propriétaires. Nous nous adressons à les propriétaires qui font de la location classique, ce ne sont donc pas leur location principale. Plus les propriétaires entre guillemets, de leur résidence principale sont limités dans leur capacité à mettre leur logement sur Airbnb pour aller en vacances,
moins ça fait de logements sur Airbnb, moins ça fait de concurrence, plus nous on peut gagner du fric. Donc cette loi des 120 jours pour les résidences principales est tout à fait à notre avantage. C'est juste une loi qui fait chier les gens qui sont propriétaires de leurs biens, de leur résidence principale donc, et qui veulent aller en vacances. C'est juste pour faire chier les gens. Ça ne nous concerne pas. Quand vous allez voir un propriétaire qui a mis un appartement en location classique et lui dire est-ce que tu veux travailler avec un locataire normal, travailler avec moi, la loi des 120 jours ne nous concerne pas. Toutes les lois qui sont liées à la résidence principale ne nous concernent pas, puisque par définition, les gens avec qui on travaille sont des gens qui mettent leurs biens en location, mais qui n'ont pas, c'est pas leur résidence principale. Ok. En revanche, il y a une autre loi. Alors, il y a encore un truc qui inquiète beaucoup les gens, c'est ce qu'on appelle le changement d'usage. Ok. Donc, par exemple, l'idée, c'est que le logement, à la base, l'usage, c'est location classique, et vous allez faire une déclaration en mairie pour passer en location courte durée. Encore une fois, c'est une formalité, c'est juste un papier. Ok. Dans les communes où le changement d'usage peut être chiant, en fait, c'est les communes dans lesquelles ça ne va pas vous concerner non plus parce que vous n'allez pas travailler avec ces communes-là. Et je vais vous expliquer pourquoi vous n'allez pas travailler avec les grandes agglomérations en France, comme par exemple Paris, ou Bordeaux, ou Marseille, ou Lyon. D'accord? C'est parce que dans ces communes-là, il y a une loi qui s'appelle, là je ne sais plus où elle est, mais c'est de loin la plus importante, et c'est cette loi-là à laquelle vous devez faire attention, la compensation. D'accord? La compensation, s'il y a ça dans votre ville, il y a des moyens de le contourner, mais honnêtement, ne vous prenez pas la tête, ne travaillez pas dans une ville où il y a une compensation. Qu'est-ce que c'est la compensation? C'est l'idée de dire, pour chaque mètre carré que tu passes en location courte durée, tu dois passer un autre mètre carré en location classique. Je schématise, mais en gros, si un propriétaire qui a donc une location classique décide de la mettre en location courte durée, par exemple parce que vous allez travailler avec lui, on va le dire, d'accord, mais en échange, tu dois mettre un autre bien de disponible sur le marché en location classique. Mais sauf que, en fait, le propriétaire, il n'a pas d'autres biens. Ou bien il n'a qu'un seul bien, ou bien s'il a déjà d'autres biens, ils sont déjà en location classique, auquel cas il ne peut pas faire ce truc-là. Vous voyez, c'est un espèce d'échange. Pour que ce soit possible, il faudrait que ou bien le propriétaire ait déjà un autre bien qui soit ou bien en commercial, par exemple des bureaux, ou bien en location courte durée, et qu'il le repasse en location classique, ce qui évidemment il ne va pas le faire, ou bien littéralement qu'il fasse construire un nouveau bien destiné à la location classique avec une surface équivalente au bien qui va passer en location courte durée. Vous comprenez bien que dans 99% des cas, honnêtement, c'est impossible. À moins d'aller directement démarcher les propriétaires qui, par exemple, mettent sur Internet des bureaux, des locations destinées à faire des bureaux, par exemple, ou à faire du commerce. Vous pouvez aller les voir et leur dire, si au lieu de faire des bureaux ou du commerce, tu voulais travailler avec moi, moi je fais du Airbnb. Et là, du coup, ça ne s'applique pas puisque le truc à la base n'était pas en location classique. Cette loi-là de la compensation s'applique uniquement dans les grandes agglomérations. C'est une loi qui est extrêmement casse-couille. De toute façon, moi, je vous recommande en France de ne pas travailler dans les grandes agglomérations. Travailler avec les communes qui sont alentours. D'accord? Il y a moins de concurrence, c'est beaucoup plus facile à mettre en place, c'est beaucoup plus tranquille. D'accord? C'est juste mieux en fait sous tous les angles. Ok? C'est mieux. La première raison pour laquelle c'est mieux, c'est qu'il y a moins de concurrence. Ok? C'est plus facile, il y a moins de concurrence. Évidemment, il y aura un petit peu moins de tourisme, mais il y aura aussi beaucoup moins de listings sur Airbnb. C'est beaucoup compliqué de faire du Airbnb dans une ville où vous avez 20 000, 50 000 listings, dont des mecs qui investissent des millions d'euros dedans, d'accord? Allez jouer dans des petites communes où l'argent, il est là, il suffit de le prendre, d'accord? Ce sera beaucoup plus facile pour vous, ce sera moins casse-couille, vous serez moins emmerdé, les lois sont beaucoup plus souples. Juste, c'est ce que je vous recommande depuis le début en fait. N'allez pas faire ça dans les grandes agglomérations. Et de toute façon, vous aurez énormément de mal à faire à cause de la compensation. Donc, si vous posez la question de faire de l'arbitrage Airbnb ou du Airbnb tout court en France, la seule loi qui doit vous faire peur, c'est la compensation. S'il n'y a pas de compensation, si vous n'êtes pas dans une commune où il y a la compensation, tout le reste, c'est de la paperasse ou c'est du bullshit lié à la résidence principale. Il y a encore toute une série de choses, mais je précise uniquement les plus importantes. Alors, encore une chose qui est évidente, je vous le répète tout le temps, interdiction de sous-location sans l'accord du propriétaire. Alors, on parle de sous-location parce que c'est le terme juridique, mais en fait, techniquement, nous, on ne fait pas vraiment de la sous-location. Même si vous, dans vos baux, vous allez devoir parler de sous-location. Mais en fait, on ne fait pas vraiment de la sous-location dans le sens où nous, on ne va pas faire signer un bail à un locataire. Vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas louer un bien qu'on va ensuite relouer à quelqu'un. On va le louer et on va le mettre sur des listings. Et quand vos clients vont venir via Airbnb, ils ne vont pas signer un bail. Cependant, du point de vue juridique, c'est quand même ce qu'on appelle de la sous-location. Je précise quand même pour que vous compreniez. Donc, évidemment, vous n'avez pas le droit de faire ça sans le dire au propriétaire. D'accord? C'est le cas en France, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Roumanie, c'est le cas partout. Ok? Le propriétaire doit être au courant de ce que vous allez faire avec son logement. Ça me paraît quand même normal. Ça relève de l'évidence. Il y a encore une autre chose qui fait peur aux gens et qui ne nous concerne pas, c'est cette histoire de plafonnement de la sous-location. Si vous ne sous-louez pas en tant que professionnel avec une entreprise, comme je vous dis de le faire, donc vous êtes un petit magouilleur, typiquement,
ce que beaucoup de magouilleurs voudraient faire, hein, c'est de louer comme un particulier, comme monsieur tout le monde, et puis sans le dire au propriétaire, ils vont sous-louer. Ne faites jamais ça, je vous répète depuis le début, moi j'ai jamais fait ça, je vous recommanderais jamais de faire ça. Mais dans le cas où vous voudriez faire ça, eh bien effectivement, dans ce cas très particulier, vous êtes un particulier, vous avez loué un appartement et vous demandez au propriétaire est-ce que je peux le sous-louer un mois ou deux parce que je vais en Thaïlande, machin. Alors dans ces cas-là, vous n'allez pas pouvoir le sous-louer à un prix plus élevé que votre loyer. Ça n'a rien à voir avec mon métier, d'accord? Ça c'est pour des gens qui font des magouilles en tant que particulier. Quand vous allez travailler en tant que sous-loueur professionnel, vous avez évidemment le droit de sous-louer, enfin que les revenus de votre activité soient supérieurs au prix du loyer. Donc ça ne nous concerne pas non plus, ok? Ensuite, on a des choses qui relèvent de l'évidence. Respect du règlement de copropriété, oui, ça paraît normal. Avoir des assurances, bon ça c'est pareil, voilà, quand vous allez lancer un business, ben, quel que soit moi quand je lance un café, c'est pareil. C'est une question de paperasse. Et ensuite, respect des normes de sécurité et d'hygiène, bah oui, il ne faut pas que le gars il vienne dans un endroit qui soit blindé de moisis et qu'il chope une allergie, etc. Il y a des, comment dirais-je, il y a quand vous allez faire votre déclaration en mairie, ils vont vous filer un numéro. J'en ai un aussi en Roumanie. Quand on fait du business, de toute façon, il y a un peu de paperasse à faire, hein, d'accord? Faut pas s'inquiéter pour ça. C'est des démarches, ok? C'est comme ça. Etc. Soyez en passant, si vous faites un business en ligne, vous aurez aussi toute une série de paperasses à avoir, hein. Parce que pour faire un business en ligne, quand vous allez vouloir être payé, vous allez devoir par exemple ouvrir un compte Stripe. Et si vous voulez ouvrir un compte Stripe avec votre société, vous allez avoir besoin d'avoir toute une série de papiers. D'accord? Donc il faut faire votre boîte, faire des déclarations, il faut avoir des papiers. Stripe va vous demander toute une série de choses. Vous ne pourrez pas gagner sérieusement de l'argent, y compris avec un business en ligne, si vous n'avez pas une structure réelle. Et quand on dit qui dit structure réelle, dit forcément un peu de paperasse avec des comptables, etc. Okay? C'est le cas pour toute personne qui se lance dans l'entrepreneuriat. À moins de gratter 100, 200 euros par-ci par-là au black. Okay? Et pour tous les autres, ceux qui travaillent sérieusement, il y a un petit peu de paperasse à faire. Ok, etc. Voilà, encore une chose qui relève de l'évidence, obligation fiscale de déclarer les revenus. Bah bien sûr qu'on va déclarer nos revenus, on n'a pas envie d'aller en prison. Ok, ça me fait penser que j'avais un pote gauchiste qui pensait que les gens qui mettaient leurs biens sur Airbnb ne payaient pas d'impôts parce qu'ils ne déclaraient pas leurs revenus. Ça relève du délire, d'accord? Ça relève du délire. C'est bien sûr qu'on va déclarer nos revenus, on travaille en toute légalité. Que vous le fassiez en France, que vous le fassiez à l'étranger, bien sûr qu'on va déclarer ce qu'on gagne. Etc. etc. Ensuite… Et ensuite, c'est d'autres jours, encadrement des plateformes, sur respecter les normes d'Airbnb, etc. Bon, voilà. Il y avait quoi d'autre que je voulais dire donc? Donc c'était le… Ah oui, donc, les choses qui font peur aux gens, c'est soi-disant qu'on n'a pas le droit de faire de la sous-location et gagner plus cher que le loyer qu'on paye. C'est faux, je vais expliquer pourquoi. Deuxième plan, c'est les 120 jours. En aucun cas, ça ne nous concerne. Et troisième chose, là pour le coup, c'est vraiment important, c'est la compensation. D'accord? Si vous voulez faire ça dans des grandes agglomérations en France, vous aurez la loi de la compensation et du coup, c'est mort. Même si vous n'aviez pas cette loi sur la compensation, toutes les législations Airbnb qui sont relativement tranquilles dans les communes qui ne sont pas de grandes agglomérations, dans les grandes agglomérations deviennent casse-couilles. Okay? Mais de toute façon, moi je ne vous conseille pas de faire ça dans une grande agglomération. Si vous habitez dans une grande agglomération, vous avez l'avantage d'être par définition entouré de communes de taille moyenne. Okay? Allez travailler dans ces communes. Allez travailler dans ces communes. Trouvez une commune de taille moyenne, qui n'est pas loin de chez vous, si vous êtes dans une grande agglomération, et travaillez dans cette commune. Tout simplement. Ce sera 1000 fois moins casse-couilles, beaucoup plus facile à mettre en place, et vous allez pouvoir gagner de l'argent sans vous prendre la tête. Ok? Donc j'espère que c'est clair les amis, cette petite vidéo je pense qu'elle va être utile, je pense que je pointerai à cette vidéo à chaque fois que quelqu'un me dira « Ah, la sous-location c'est interdit en France. Ah, mais tu ne peux pas faire plus de 120 jours. Ah, mais ceci. Ah, mais cela. » Et qui vont inventer des choses. Encore une fois, si vous cherchez sur encadrement location courte durée sur Internet, vous allez tomber que sur les articles qui font peur. Dans 99% des cas, ces articles sont destinés à faire chier les particuliers. Je vais répéter doucement. La majorité de la législation Airbnb en France aujourd'hui est faite pour faire chier les particuliers. Les professionnels s'en sortent très bien. D'accord? Les particuliers qui ont un appartement, qui disent bah, tiens, je vais aller en vacances, je vais le foutre sur Airbnb, on les nique. Okay? Les types, par exemple, qui ont par exemple un investisseur classique, il a des locations classiques dans une grande ville, d'accord? Et il se dit j'en ai marre dans les grandes villes, il y a trop de racailles, c'est trop risqué, je vais passer en location courte durée, ils se font niquer. Okay? Mais vous n'êtes pas concerné par tout ça. Et c'est tout l'avantage de l'arbitrage. Vous n'êtes pas bloqué. Si vous êtes dans un endroit et que les réglementations commencent à se durcir, soit en passant, ce type de législation hardcore, en particulier la compensation, qui est de loin la loi la plus hardcore, ne s'applique qu'aux grandes agglomérations. Mais si vous avez un appartement, par exemple, dans une commune de taille moyenne, et que pour une raison X, Y, demain, ils allaient faire une législation qui vous casse les couilles, vous dites au propriétaire merci, au revoir, bon week-end, vous rapatriez vos affaires, vous recommencez dans la commune d'à côté. Okay? Ça se fait en un mois. C'est ça l'avantage de l'arbitrage, c'est que vous êtes mobile. Vous êtes comme un trader. Vous entrez sur le marché quand il y a de l'oseille à se faire, vous sortez si ça vous casse les couilles. Mais honnêtement, en fait, dans les agglomérations de taille moyenne, il n'y aura pas de loi hardcore. Il y aura juste de l'argent et vous allez le prendre, c'est tout. Ok? Donc j'espère que je remets un petit peu les points sur les i et
je vous ai apporté de la clarté là-dessus. N'ayez pas peur de toutes ces… On a l'impression qu'il y a plein de lois, etc. 90% de ce qu'il y a, c'est de la paperasse, c'est faire des déclarations, c'est de la paperasse, littéralement. La seule chose qui peut vous bloquer, c'est la compensation. Et la compensation n'existe que dans les grandes agglomérations. Donc, c'est la seule chose que vous devez garder en tête. J'espère que ça vous a été utile, les amis. Ceux qui veulent se lancer dans l'arbitrage Airbnb, donc à savoir mettre des biens sur Airbnb sans en être propriétaire, c'est ce que je fais moi. Vous avez un guide gratuit en description. Et je fais aussi des accompagnements pour ceux qui veulent être accompagnés pour savoir exactement comment moi je fais. Pour le moment, les accompagnements sont fermés, mais vous pouvez toujours m'envoyer un email pour me décrire un petit peu votre projet, me dire si c'est sérieux ou pas. Et si c'est sérieux, eh bien, le mois prochain ou le mois d'après, quand j'aurai de la place, je vous recontacterai. Je contacte que les gens les plus sérieux, bien sûr. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Passez une très bonne journée. Ciao les amis.